Hello les curieux! Vous avez sûrement dû le voir passer, la troisième saison de Monstres va sortir, la première étant consacrée à Dahmer, la deuxième aux frères Menendez, la troisième se concentre sur Ed Gein, le boucher de Plainfield. J'ai décidé de vous parler de lui juste avant la sortie pour qu'on voit un peu quel type de personnage c'était. Ed Gein naît en 1906 à Lacrosse dans le Wisconsin. Il grandit dans une famille qu'on pourrait croire maudite. Son père, George, était alcoolique et impossible pour lui de trouver donc un emploi stable. Sa mère, Augusta, contrairement à son mari, est d'une piété féroce. Elle est persuadée que le monde est dominé par le péché et pense que la sexualité mène à la damnation. Donc ce couple a 2 enfants, Ed et Henry. Tous les soirs de leur jeunesse, la maman se consacre à la lecture de la Bible pour ses fils et elle se concentre principalement sur les passages consacrés au châtiment et à la colère divine. Augusta, qui pense que le monde entier n'est que péché, décide d'isoler complètement sa famille. C'est pour ça qu'en 1914, elle achète une grande ferme près de Plainfield. Là-bas, aucun voisin proche, aucune distraction. Simplement des champs de maïs, de la forêt et du silence. Les enfants vont quand même à l'école, mais dès que la cloche sonne, la maman les ramène de force à la ferme. Ils n'ont pas d'amis, pas de jeux, beaucoup de corvées et de longues lectures bibliques. Ed est un garçon timide et ses camarades se moquent beaucoup de lui de par son apparence et sa manière d'être. Dès tout jeune, il commence à idolâtrer sa mère. Étant donné qu'il a personne, il se raccroche complètement à elle. Mais il l'aime autant qu'il la craint. Pour Ed, Augusta, c'est pas seulement sa mère, c'est un guide spirituel, presque une divinité. Il faut savoir aussi que sa mère a dénigré toute sa vie et toute sa jeunesse les femmes. Elle a clairement inculqué à Ed de ne pas s'approcher des femmes parce que les femmes étaient le péché ultime. Avec les années, Henry, le plus grand des frères, commence à voir que la domination de la mère devient de plus en plus malsaine. En 1940, le papa meurt d'une crise cardiaque et laisse donc le foyer aux mains d'Augusta. Tout est plutôt calme dans la ferme de Plainfield jusqu'au jour où il y a un drame. Un incendie menace les champs de maïs de la ferme. Ed et Henry décident donc d'aller voir pour l'éteindre. Une fois le feu éteint, Henry est retrouvé mort. Au début, on pense à un accident, mais suite à l'autopsie, on remarque qu'il a beaucoup de contusions sur le crâne. On n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé, en tout cas la police a conclu à un accident, même si plus tard, avec le contexte, beaucoup ont pensé que c'était Ed qui avait tué son propre frère. Pourquoi? Parce qu'il est fan de sa mère et que Henry, quant à lui, commence à voir un peu le souci. En 1945, Augusta commence à faire de nombreuses attaques cérébrales. Ed, complètement dévoué à elle, la soigne jour et nuit, sauf qu'elle meurt en décembre de la même année. Pour Ed, cette disparition est un choc absolu. Il perd tout. Son guide, sa mère, sa seule amie et sa boussole finalement. À 39 ans, il se retrouve donc seul dans la ferme isolée. Il ferme à clé toutes les pièces de la maison, sauf 2, la cuisine et une toute petite chambre attenante. C'est là que quelque chose se fissure en lui définitivement. L'homme discret et serviable que décrivent ses voisins commence à sombrer vers une solitude. Dans le silence de la ferme, son esprit commence à dériver, attiré par des lectures de plus en plus macabres. Crimes sordides, rituels occultes, histoires de cannibalisme. Les graines d'une oppression irrépressible sont semées. Vous l'aurez compris, avec la mort d'Augusta, Ed perd son seul repère. Dans l'ombre de la ferme, une autre voix s'installe, plus sombre, qui va l'entraîner bien au-delà de la simple solitude. La ferme Gagne devient donc une forteresse de silence. Ed vit désormais seul, se limite à 2 pièces, tandis que le reste de la maison est figé, scellé dans le temps. De l'extérieur, tout est normal. Ed est même très serviable, puisqu'il tond des pelouses, répare des toitures, il garde même les enfants des fermiers voisins. Sauf qu'une fois la nuit tombée, il retourne seul dans sa maison glaciale et s'enferme dans un univers beaucoup plus sombre. Ses seules compagnies à ce moment-là sont une lampe à pétrole, un vieux poste de radio et des piles de magazines toujours plus bizarres. Finalement, tout ce qui mêle mort et chair le fascine. Il collectionne des livres d'anatomie humaine, découpe des photographies de corps humains et les cache un peu partout dans les recoins de sa ferme. Au fil des mois, ses lectures deviennent un refuge. Il s'imprègne de détails médicaux, d'articles sur la taxidermie et aussi de rapports de médecine légale. Et c'est là que naît dans son esprit un désir étrange. Ramener sa mère sous une autre forme, comme si la mort n'était pas un obstacle. L'idée paraît insensée, mais pour Ed, elle prend racine. Et peu à peu, il passe de la simple imagination à l'action. À la nuit tombée, il emporte une veste et une lampe tempête et marche vers les cimetières des environs. Il faut savoir que ces expéditions nocturnes deviennent un réel rituel. Il connaît par cœur les horaires des veilleurs et le plan des sépultures. Une fois là-bas, la terre cède lentement sous sa pelle, et le bruit sourd du fer frappant le cercueil lui procure une excitation étrange. Parfois, il emporte le corps entier, parfois juste des parties qu'il choisit, une tête,
un buste, des bandes de peau. De retour à la ferme, il nettoie, tanne et conserve les restes humains. Son but, les transformer pour en faire une collection macabre. Pour Ed, ce ne sont pas des crimes, c'est simplement une façon de recréer une présence maternelle. Il fait ça pendant presque 10 ans. Le jour, il reste le voisin timide mais utile. La nuit, il recompose son univers fait de chair et d'os. Sauf que l'excitation des premières années s'émousse, et lentement, une nouvelle idée lui vient. Pour obtenir ce qu'il désire, il lui faudra un corps frais. Les cimetières ne lui suffisent plus, et Ed s'approche du point de non-retour. C'est là qu'on arrive en 1954, où Ed Gein décide de porter son attention sur Mary Hogan, la propriétaire du café du village. C'est une femme énergique, connue pour son franc-parler et pour son rire sonore. Mais pour Ed Gein, elle possède quelque chose d'étrangement familier. Une silhouette et une attitude qui lui rappellent Augusta. Pendant des semaines, Ed va commencer à l'observer en silence. Il a même un carnet pour noter ses habitudes. Le 8 décembre, le café de Mary Hogan ferme, comme à son habitude, à la tombée du jour. Le lendemain matin, les clients trouvent la porte entr'ouverte et une mare de sang au sol. Mais pas de corps. La police a beau enquêter, aucune piste n'apparaît. Pendant 3 ans, l'affaire s'enlise et Ed, quant à lui, conserve un secret sanglant. Chez lui, dans une pièce fermée, repose la tête de Mary Hogan, soigneusement préparée. 3 ans plus tard, un autre drame secoue Plainfield. En novembre 1957, Bernice Warden, la gérante d'une quincaillerie, ne rentre pas déjeuner. Son fils va voir dans son magasin et découvre un magasin vide. Sauf qu'il y a un détail, une traînée de sang qui le mène à l'arrière-boutique. Dans le livre des ventes, la dernière facture porte un nom, Ed Gein. La police se rend alors aussitôt à sa ferme. La nuit est glaciale et le vent coupe le souffle. Dans la grange, les agents découvrent une scène qu'aucun d'eux n'oubliera jamais. Le corps de Berenice Warden, pendu par les pieds et décapité. Ouverte du sternum jusqu'au bassin et vidée de son sang comme une carcasse de gibier. À la lueur de leurs lampes, les officiers rentrent dans la maison. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Des bols taillés dans des crânes humains, des masques façonnés dans de la peau humaine, un corset fabriqué à partir du buste d'une femme, des chaises, des abat-jours recouverts de peau tannée, et dans une boîte, la tête de Mary Hogan. Il y avait un bocal rempli de nez, une boîte pleine d'organes génitaux féminins. Certains avaient été peints et entourés de rubans. Il y avait une ceinture ornée de tétons de femmes. Il y avait un cordon de store fait de lèvres. Chaque recoin de chaque pièce, on découvre une nouvelle horreur. Il devient alors évident qu'Ed n'a pas seulement assassiné Bernice, mais que depuis des années, il pille des tombes, découpe, coupe et transforme les restes humains pour en faire des objets d'usage quotidien. L'homme discret, qui réparait des tracteurs et gardait les enfants des voisins, s'est ensuite révélé être le véritable créateur d'un musée de la mort. Arrêté sans résistance, Ed va devoir faire face à la justice. Ed n'a à aucun moment tenté de fuir. Lorsqu'on a frappé à sa porte, le soir du 16 novembre 1957, il ouvre calmement, comme s'il attendait cette visite. À la question du shérif qui lui demande où est Bernice Warden, il répond simplement « Elle est dans la grange ». Interrogé au poste, Gein parle avec une voix très posée. Il admet donc le meurtre de Bernice Warden et de Mary Hogan, mais aussi ses expéditions nocturnes dans les cimetières. Il explique en fait qu'il cherchait à recréer une femme parfaite, le mélange entre Augusta et les femmes qu'il déterrait. Quand il raconte tout ce qu'il a fait, ses mots sont dépourvus d'émotion, comme s'il racontait une simple routine de travail finalement. L'examen psychiatrique a révélé un homme profondément troublé, schizophrénie, délire, troubles sexuels sévères. Il a quand même eu 2 procès pour les 2 personnes qu'il a tuées. Il faut savoir qu'à chaque fois, jugé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Il faut quand même le placer et il a tout simplement été interné. Dans l'hôpital central de Wopun, il mène une existence tranquille. Il s'occupe du jardin, lit beaucoup de livres et ne parle jamais du passé. Il vivra là-bas jusqu'à sa mort, en 1984, à l'âge de 77 ans. L'affaire Ed Gein a totalement bouleversé l'Amérique des années 50 et son histoire a rapidement dépassé le simple fait divers et est devenu un fait planétaire et inspire même le cinéma américain. Norman Bates dans Psychose, Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Chacun de ces personnages porte une part de Ed Gein. L'obsession maternelle, le masque de peau, le besoin de se transformer. Aujourd'hui encore, le nom d'Ed Gein évoque l'horreur pure. Même pas tant celle du tueur en série, mais celle du voisin invisible, l'homme discret qui cache derrière son visage des fantasmes impensables. En tout cas, ça nous rappelle une chose. Derrière les portes closes des maisons les plus banales se cache parfois un monde que personne n'oserait imaginer.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous regardez cette vidéo juste après avoir regardé la saison 3 de la série Monstres, n'hésitez pas à me dire si elle retranscrit bien sa vie, s'il y a des éléments que j'ai oublié de dire mais qui sont essentiels. Moi, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.